Vous allez à Rio. Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de compter là-haut. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui évoquer un genre de nanar bien particulier, le nanar égoïste, ce à travers un des fleurons du genre, le nanar « Si tu vas à Rio, tu meurs », suite directe de l'ineffable, plus beau que moi, tu meurs en deux mots, je le précise. Bon, alors qu'est-ce qu'un nanar égoïste? Un nanar égoïste, c'est une œuvre dont le sens échappe à tout le monde, et dont la seule existence est due à l'acharnement de son auteur, persuadé d'être un génie. Alors à titre d'exemple, j'aurais pu vous citer tous les derniers films de Jean-Luc Godard, tous les derniers films de David Lynch. Bon, alors chez ces deux-là, j'avoue, il y a une nette propension, à l'instar de Salvatore Dali, à se foutre ouvertement d'une certaine critique qui, quoi qu'il arrive, trouvera des qualités à leurs œuvres. Là, c'est vrai que dans le cas de ces deux-là, on est presque plus dans le cynisme que dans le cinéma. Et dans le cas de Philippe Clair, né Prosper Charles Bensoussan au Maroc en 1930 et mort il y a peu de temps, Prosper, 5 sur toi, il n'y a pas la moindre trace de cynisme. Voilà, c'est un gars qui a toujours cru à ce qu'il faisait, avec une sincérité à toute épreuve. Et c'est bien ce qui rend son cinéma proprement terrifiant. Car oui, vous allez le voir, on va partir loin, très loin, très loin. Attention, vous entrez dans la 4e dimension. Alors, dans l'inconscient collectif, Philippe Clair serait le réalisateur d'innombrables nanars sympathiquement franchouillots populaires. C'est totalement faux. Alors déjà, sachez, j'étais le premier surpris, sachez qu'il n'a réalisé que 16 films, voilà, bon 16 films de trop, je vous l'accorde, et le public, le peuple, il n'en a jamais rien eu quelque chose à branler, soyons clairs. Voilà, il a toujours fait à son idée, sans écouter personne. C'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, sa carrière tient pratiquement du miracle. On va être plus précis, plutôt du malentendu. Voilà, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver et qui pourtant est arrivé. Bon, alors, c'est la première fois que je vais décortiquer un nanar estampillé comédie. Alors, si un nanar tout court est généralement un film prétendument sérieux qui fait involontairement rire, alors il est toute logique, un nanar comédie est un film prétendument drôle qui ne fait pas rire. Et là, j'ai bien conscience que je vais m'aventurer en terrain glissant, car il n'y a rien de plus subjectif que l'humour. Comment juger de la qualité d'un humour? Bon, moi personnellement, j'adore les films d'Adam McKay avec Will Ferrell, j'adore l'humour non-sensique des Monty Python ou des Zucker, Abraham Zucker, et j'ai aussi parfaitement conscience qu'on puisse rester de marbre face à ses œuvres. Tout comme personnellement, je n'irai pas voir Les Tuches 4 parce que c'est pas ma came. Ça m'empêche pas de respecter le public qui s'y rend en masse et surtout qui y rit. Parce que c'est ça, le vrai juge de paix. On rit ou on ne rit pas. Voilà. Les comédies, à l'instar des films pornographiques, disons-le, en fonction de son éducation, de nos milieux socioculturels, provoquent une réaction incontrôlée. Voilà. En clair, si un film pornographique excite un homme, ce dernier aura une érection. Si une comédie lui plaît, eh ben, il rira. Voilà. Il n'y a rien de plus pur que cette réaction reptilienne non maîtrisée. Voilà. C'est jamais fin, calculé, réfléchi. Alors, pourquoi j'affirme qu'on est en présence d'un nanar atomique avec Si tu vas à Rio, tu meurs? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un film totalement incompréhensible. Alors, les gars, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dans l'ironie, je ne comprends pas cet assemblage d'images et de sons, je ne suis pas équipé, je n'en maîtrise pas la grammaire, j'en ai pas les compétences, je suis perdu. Dans une comédie classique, j'adhère ou pas aux gags qu'on me présente, mais en tout cas, je les comprends. Chez Philippe Clair, les gags sont imbitables, indécodables, insondables, et du coup deviennent parfois inquiétants. Vous verrez, j'ai les preuves. Bon, revenons aux sources du mal. Philippe Clair,
auteur, scénariste persuadé d'être un génie comique. Son obsession, le gagagogo. Oui, le gagagogo. Pourquoi petit? Petit, parce que tu es petit. Et moi? À toi rien. Pourquoi? Pour rien. Tu vas la fumer maintenant, hein? Alors, dans une excellente interview donnée à Christophe Lemaire, et disponible sur YouTube en cherchant un peu, on apprend des choses intéressantes, hein, voilà, des choses un peu de mythos, un peu d'anecdotes sympathiques. Et on apprend qu'il, et ça c'est avéré et vérifié par Christophe Lemaire, qu'il possède chez lui une armoire à gags, c'est-à-dire qu'il a une armoire remplie de cahiers dits de gags, dans lequel il note, voilà, au gré de ses inspirations, les gags qui lui passent par la tête, et qu'il utilise au gré de ses tournages. Voilà. Et c'est peut-être une partie du problème. Je pense que son cerveau est saturé de gags, et malheureusement, ça se traduit à l'image par de la diarrhée filmique. Bon, c'est pas très clair pour vous, je vais passer la main à un cerveau peut-être plus apte à décortiquer l'œuvre du maître. Jean-Claude Van Damme va vous expliquer un peu ce qui leur tourne. Ok, bonjour, salut les amis, salut la France, c'est Van Damme, JCVD comme on dit chez vous, super, je suis content d'être là. Une petite vidéo pour parler de l'humour, parce que l'humour c'est bien, l'humour c'est super, l'humour c'est drôle, l'humour c'est bien. Et dans l'humour, tu as les gags. Alors c'est quoi un gag? D'abord c'est un mot, 3 lettres. Mais c'est aussi le combustible, le carburant qu'il faut à une comédie pour qu'elle avance, pour que le gag il soit drôle. Sinon ça marche pas, ça fait pas rire. Et tout, tu vois, il y a des directeurs qui sont doués pour le drama, mais qui savent pas faire une comédie. C'est un autre métier, c'est beaucoup plus dur. Et il y a peu de gens qui savent bien faire des comédies. Et Philippe Clair, c'est un directeur français qui a été toute sa vie persuadé que c'était un génie de la comédie. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il avait des mental issues, des problèmes mentaux. Et je te donne un exemple pour que tu comprennes le problème qu'il avait. Je vais te raconter 2 gags simples. Imagine un homme qui marche dans la rue, il glisse sur une peau de banane et il tombe. Ok, bon, c'est drôle, mais c'est moyen drôle. Imagine maintenant un autre gag avec un chien qui pète. Bon, c'est drôle, mais c'est moyen drôle, ok. Et Philippe Clair, dans sa tête, il est persuadé en mélangeant 2 gags moyens, il va obtenir un gag plus. Ce qui est faux, c'est pas vrai. Et par exemple, sur les 2 gags que je t'ai racontés, lui, il filmerait un homme qui marche dans la rue, qui pète, et qui trébuche sur un chien qui mangeait une banane, ok? Et tu ris pas, c'est pas drôle. Et pourquoi c'est pas drôle? Je vais jouer un peu pour t'expliquer, je vais jouer un peu le scientiste. C'est pas drôle, parce que le signal que tes yeux et tes oreilles, ils envoient à ton cerveau il n'arrive pas à le comprendre. C'est indécodable, il comprend pas ce qui lui arrive. Parce que, pour une raison simple, c'est que ce genre de scène, elle n'a pas de référence dans la true life, dans la vraie vie. Donc le cerveau, il comprend pas, et il rit pas. Et tu ris pas non plus, du coup, puisque c'est ton cerveau. Tu comprends? Et c'est ça le problème de Philippe Clair. Toute sa vie, dans tous ses films, il n'a jamais réussi à faire comprendre ce qu'il voulait dire. Tu vois? Merci Jean-Claude pour cet exposé lucide. Bon, au-delà des dysfonctionnements mentaux de leur auteur, les films de Philippe Clair sont dus à un aveuglement tellement puissant qu'il confine à l'admiration. Le réalisateur n'a jamais écouté qui que ce soit, y compris les acteurs présents qui pressentaient la catastrophe. Voilà, c'est ainsi que quand il fait débuter les Charlots en 1970 dans le fameux La Grande Java, ces derniers sont tellement atterrés par les demandes du maestro qu'ils refusent parfois de tourner certaines scènes, ce qui va générer un petit conflit sur le tournage. Cela n'empêchera pas le film d'être un énorme succès au box-office, 3 350 000 entrées France, ce qui représente le plus gros succès de Philippe Clair. Sur 16 films, j'ai fait quand même 10 triomphes. Et quand je dis 10 triomphes, c'est 10 triomphes, vraiment. Et ce qui ne va pas empêcher non plus les Charlots de se faire la malle illico presto pour aller travailler avec Claude Zidi. Bon, alors, pour l'anecdote, Claude Zidi était le chef opérateur de Philippe Clair sur La Grande Java.
Voilà. Donc les films des Charlots réalisés par Zidi sont très au-dessus de cette grande Java. En même temps, c'est pas très dur, Claude Zidi a juste réalisé des films à peu près normaux. Bon, alors Philippe Clair réglera ses comptes avec tout ce petit monde dans une autobiographie saignante dans laquelle il dézingue à peu près tous les gens qu'il a fait tourner, que ce soit donc les Charlots. Et les Charlots, mais c'était horrible. Je décidais un plan, il me regardait comme ça, il se regardait en douce, il faisait « on tourne pas ». Il dit « ah bon, vous tournez pas, pourquoi vous tournez pas ?» C'est de la merde. Jerry Lewis. Il est comme ça, il est comme dans la valse des Pantins, c'est-à-dire qu'il est désagréable, on a envie de le tuer tellement il est odieux, vraiment, il jette un froid, mais il est horrible. Ou encore Aldo Macione. Parce qu'il est très désagréable. Il comprend pas, il veut pas comprendre, il comprend pas. Vous vous tuez à lui expliquer quelque chose, il veut pas. Bon, et en même temps, comment ne pas avoir un minimum de respect pour un homme qui, seul contre tous, décida en 1974 de recruter Henri Tizot, aimable et rondouillard comique provençal, pour interpréter Adolf Hitler dans le conceptuel Le Führer en folie. Je suis fatigué d'être toujours levé ce bras. Un peu à la voiture. Assez des salams Alec. Retournez au travail. Vous savez combien elle me coûte cette guerre? Je vous le demande. Bon, et pour l'anecdote, sachez que Philippe Clair est le cousin germain de Richard Anconina. Voilà, qu'il a même fait débuter en 1977 dans le redoutable Comment se faire réformer. Et suite au succès qu'il a connu dans Ciao Pantin, Anconina a toujours refusé d'évoquer cette embarrassante parenté. Alors je ne cautionne pas, mais sachez que Richard Anconina a nié en interview connaître l'existence même de Philippe Clair, qui est quand même son cousin germain, rase les murs quand il le croise. Vous voyez le genre, donc quand la gênance devient plus forte que la famille. Terrible. Bon, soyons honnêtes, revenons sur les succès de Philippe Clair. Généralement, ses plus gros succès sont dus à la présence de comiques très en vogue à leur époque. Alors, certes, oui, il a fait débuter les Charlots, il a fait débuter Aldo Macione. Alors, Aldo Macione, qui avait déjà œuvré dans le cinéma italien, mais dont c'était vraiment le premier grand rôle dans un film français. Il avait fait une petite pitch dans le film Le Voyou en 1970, un Lelouch. Mais là, voilà, c'est son premier vrai grand rôle dans le cinéma français. C'est dans l'épouvantable La Grande Mafia. Voilà, en 1971, aux côtés, entre autres, de Francis Blanche. Par la suite, petit à petit, Macione a fait son petit bout de chemin et est devenu un savoureux second rôle du cinéma français. On l'a vu notamment dans le rôle de Tassin, dans les 2 premiers volets de la 7e compagnie. Avant, apparemment, qu'il se frite avec Robert Lamoureux et soit remplacé par Henri Guibert, un peu moins marquant dans le rôle, on va dire. Et puis surtout, le rôle qu'il a fait exploser, c'est celui dans L'aventure, c'est l'aventure, hein, de Claude Lelouch en 1972, dans lequel il partage l'affiche quand même avec du beau monde, hein, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles Gérard, entre autres, voilà. Et bizarrement, alors peut-être qu'il en avait marre de s'engueuler avec des réalisateurs français, parce que quand même il paraît que véritablement Macione est un peu compliqué, bah, le gars est parti 4 ans pour travailler exclusivement en Italie, où il a dû s'engueuler avec des réalisateurs italiens, puisqu'il est revenu en 76 pour le grand escogriffe de, je ne veux pas dire de bêtises, hein, de Piloto, je crois, avec Yves Montand et Claude Brasseur. Il enchaîne avec L'Animal de Claude Zidi. Il partage quand même presque à part égale l'affiche dans 2 comédies de Pierre Richard, Je suis timide mais je me soigne et C'est pas moi, c'est lui. Avant, enfin, de se retrouver en premier rôle dans Tais-toi quand tu parles, le terrifiant Tais-toi quand tu parles. Début d'une collaboration infernale qui se soldera par 5 films. 5 films véritablement angoissants d'incompréhension. Bon, écoutez, le décor est planté, c'est parti, en avant Guingamp. Bon, alors sachez-le, Si tu vas à Rio, tu meurs, est la suite directe à notre chef-d'œuvre de Philippe Clair, Plus beau que moi, tu meurs. Et dans cette toute première scène du film, je pense que Philippe Clair n'en a rien à carrer de resituer le contexte. C'est franchement pas clair.
On est d'accord, c'est incompréhensible. On ne sait pas de quoi il retourne, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, Marco est donc le frère jumeau de Aldo. Aldo le séducteur, Marco le curé. Voilà, jusque-là, ça va à peu près. Mais c'est dans les dialogues qui suivent que c'est pas tout à fait net. Et je me suis aidé effectivement du script que j'ai acheté une fortune sur eBay pour essayer de mettre tout ça à plat et d'être plus compréhensible peut-être. Alors, je jette un œil, hein, je lis textuellement le scénario. Donc, Aldo marche sur la plage, fait son fameux pas dit de la classe, imité par des gars en djellaba. Voilà, et le frère d'Aldo, donc Marco, visiblement curé, décroche son téléphone et dit à sa mère, je cite le script d'origine, « Ça va, maman, ne t'inquiète pas, l'unique chose, c'est que je ne trouve pas l'argent pour m'acheter un bikini. » Un bikini, un bikini. Je vous l'avais dit, c'est insondable. De là vont survenir un nombre de péripéties impressionnantes. Alors je vous fais tout ça dans l'ordre. Aldo donc s'est isolé sur une île déserte parce qu'il était là d'être poursuivi par la gente féminine. De là débarque sur la plage donc une jeune femme séduisante en tenue de plongée. Aldo va la draguer lourdement en mode très post-MeToo. De là, 3 de ses acolytes à la jeune femme déboulent à leur tour, traînant derrière eux des requins morts. Jusque-là, Aldo va lancer la bouteille qu'il voulait jeter à la mer pour appeler à l'aide, et cette bouteille va fracasser le front d'un des 3 gars qui sont surgis de nulle part, bon, apparemment d'un bateau au loin. De là, Aldo, qui est menacé par ce petit groupe composé d'une femme et 3 hommes qui semblait assez menaçant, va leur dire que le requin apparemment a mangé quelqu'un, puisqu'effectivement il voit une main dépasser de la bouche d'un des requins que traînaient les 3 gars. Bon, et il s'avère que les 3 gars, en fouillant dans la bouche du requin, trouvent de la drogue à l'intérieur du requin. Voilà, vous me suivez? Ok. Ensuite, ils comprennent qu'ils sont peut-être riches, puisque ça vaut plusieurs millions de dollars dans les rues, d'après eux, et ils sont sur le point de se débarrasser de Aldo, devenu un peu encombrant. Ces derniers, sur les conseils de la jeune femme, décident d'essayer d'aller vendre cette marchandise à Rio. Menacé par le groupe, Aldo s'invente des contacts à Rio, et leur propose de les accompagner pour dealer la drogue et surtout sauver sa peau. Voilà. Alors, dans un film normal, effectivement, tous ces événements nécessiteraient à peu près 20 à 25 minutes de film, à minima, pour être clairement énoncés. Non, Philippe Clair, lui, nous fait ça en, je vous jure, 1 minute 40. Vous venez souvent par ici? Je vois que vous n'êtes pas seul, hein? Eh bien, on prendra ça plus tard, hein? Et on peut voir rien du jeu de saloperie de singe! Elle est fausse, celui-là! Il est à temps maintenant! Oui, mais il a raison! Qui a foutu ça là? C'est ça. Les mecs, c'est de la cape! C'est de la pure, les mecs! Il y en a au moins pour $1 million! $1 million? $1 million? Très bien, mes enfants, hein? On partage, hein? 50-50. Voilà. Faut trouver comment écouler ce truc. On a tout fait, gigolo, pickpocket, mais la drogue, on n'a jamais touché. Miami, Monte Carlo, Ibiza, la classe, tous les grands consommateurs sont dans ce coin-là. Le gratin! Non, pas du tout. Aujourd'hui, la plaque tournante, c'est Rio de Janeiro. Ouais, c'est l'endroit du monde, et on connaît personne dans ce coin-là. À chaque fois, avec le stylo, c'est ma vie. Oh, il se casse! J'ai une grande nouvelle pour vous, moi. Mais oui, je connais tout le monde là-bas, Rio. Platini, Telefunken, Maradona. Je connais tous les gens de la société. Et alors, il faut que je suis avec vous pour écouler votre farine. Ok, on va lui donner une chance. Bon, ça mérite d'être souligné parce que, très étrange, la scène que vous allez voir est presque trop bien filmée, dans des décors un peu trop recherchés par rapport, effectivement, au film dans sa globalité. Bon, cette scène est là pour nous expliquer comment Marco, le curé, va se retrouver, lui, également à Rio. Voilà, alors on n'est pas loin quand même d'assister à une sorte de clip d'Enigma, mais sans la musique. Je suis pas digne. Vous avez subi le mal, vous devez guérir le mal là où il y a le mal. Mais mon père, envoyez-moi avec les cannibales. C'est telle est votre volonté. Ou même chez l'ayatollah, comme ils disent. Que non point, mon fils, ce serait trop facile. Vous devez voir le mal en face. Vous allez à Rio. Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de compter là-haut. Philippe Clair, à qui on ne la fait pas, va nous détailler par le menu les mœurs troubles des cariocas. À peine arrivé, donc Marco, le curé, à Rio, on va le voler, on va l'arnaquer, on va lui proposer de la drogue et on va même le dépouiller de sa soutane. C'est de la colombienne. Non. Mais c'est... Oh, puis merde.
faites bien attention. Oh, on voit bien que vous êtes pas de Rio de Janeiro, vous. Attention, surtout, tout disparaît ici. Tout est vite fait. Mais c'est des voleurs, ils vous piquent une montre en or en une seconde ici. Et alors, le coup de la valise, monsieur connu, serrez bien votre valise, hein, surtout. Parce qu'ils vont vous la découper en moins de 2. Mais c'est des voleurs, ils vous piquent tout, même jusqu'à votre slip. C'est là que je vous dis. Allez, ma soutane. Et par on, je parle de la jeunesse de Rio, toujours prompte à voler le touriste, mais parlant un français châtié et impeccable. Je vais payer pour vous, mon père. Tenez la monnaie. Merci, c'est gentil. On l'a eu. C'est très gentil. Bon, Marco, le frère curé, se retrouve sur une plage, essayant de trouver un peu d'aide, puisqu'il a été dépouillé de tous ses vêtements, et Philippe Clair, donc, qui a vraiment réalisé son film à Rio, en profite pour faire un documentaire sur un vêtement très prisé à Rio, le string. Et il nous offre une séquence digne du dernier film, invisible d'ailleurs, d'Abdelatif Kechiche. Je dois garder le mal là où il y a le mal. Je dois voir toujours le mal en face. C'est pas possible, Seigneur, c'est pas normal. Le mal en face, facile à dire. Je voudrais voir vous, Seigneur, moi. Le mal en face. Quelle face? C'est le diable! Bon, là on va découvrir un nouveau personnage, l'évêque Da Silva, interprété par un acteur que je ne connaissais pas, l'inénarrable Zek Revak, acteur d'origine israélienne, réalisateur à 16 heures perdues, d'après Wikipédia, et plus le film avance, vous le verrez, plus sa prestation devient effrayante. C'est Monseigneur Da Silva, l'évêque à qui je dois me présenter. Je suis frère Marco, envoyé pour les frères chrétiens du monastère pénitentiaire de la Cruz. Belle journée d'hiver. Il fait chaud ici. Oui. Je sais que Rio a la réputation de... Mais tout de même, c'est pas une raison de... Tournez-vous! Alors vous constaterez que Philippe Clair a une nette tendance pour la bizarrerie, puisqu'il il évacue des pans entiers de l'histoire, ce qui rend donc son film à peine, enfin pas compréhensible, et par contre il surrajoute des explications complètement redondantes qui ne servent à rien. Ils m'ont tout volé. Moi, je plus rien. On m'a tout piqué, je vous dis. Elle est novice. Elle n'a pas encore prononcé ses vœux. Et ce refus de la norme devient carrément une pathologie, puisque il ne dirige à aucun moment ses acteurs, il leur demande simplement de faire différemment. Ah, alors c'est d'ici que tu vas enfin nous présenter à tes amis de la Jet Set et qu'on va écouler la marchandise. Tout comme Tarantino, Philippe Clair adore faire des petites apparitions dans ses films. Là, il joue le rôle d'un riche homme d'affaires, un peu trouble, qui fête ses 30 ans de mariage. Là, on assiste à une dénonciation formelle de la drogue sous toutes ses formes. Vous allez voir que Monseigneur Da Silva donc, va être intoxiqué par les fumées d'un joko de la taille d'un cornet de glace de boule. Qu'est-ce que c'est ça? Et là encore, Zek Revak se veut drôle, mais il n'arrive qu'à être angoissant. Et là, Aldo déboule et fait une entrée en mode fuck les walk. C'est vous le père de PD? Là, vous allez assister au seul gag à peu près compréhensible du film. Non, tout de suite, j'ai quelques comptes à régler. Ah bon? Alors je peux vous aider, j'ai la calculatrice dernier modèle. Immédiatement flingué par des explications redondantes. Non, chez nous, on n'a pas besoin de ça. C'est avec ça qu'on règle nos comptes. Alors là, j'hésite. Est-ce que Philippe Clair cherche à gagner du temps avec une scène de fête interminable, ou alors cherche-t-il à explorer la quintessence de l'âme carioca, dont l'existence, comme tout le monde le sait, est partagée entre samba, transsexuel et drogue.
c'est un homme. Oh. Alors la grosse tentative de gros gag. Marco, le curé, prépare une soupe géante destinée à tous les habitants des favelas. Et par erreur, il rajoute à la mixture un paquet de cocaïne. Voilà. Rire en perspective. Non. Et de plus, sachez que effectivement, la cocaïne est souvent coupée avec de la strychnine. Et si vous ingérez ça, vous risquez de mourir d'empoisonnement. Ah, bon bah dans ce cas... Bon, les effets escomptés ne sont pas en rendez-vous, puisque les habitants des favelas se transforment en figurants de second plan pour Walking Dead. Voilà, j'ai trouvé un truc pas trop mal. C'est un joli plan filmé donc dans le stade Maracana, désert, sous la pluie. C'est une scène de deal. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et pour l'anecdote, donc comme je vous le disais, Claire a vraiment tourné à Rio et a bénéficié d'un budget assez confortable, parce que les producteurs espéraient qu'il réédite son exploit réalisé avec Plus beau que moi, tu meurs, pardon. Alors là, accrochez-vous bien. Ambiancés par le coup de sifflet émis par le gardien du stade, les deux hommes de main, du personnage joué par Philippe Clair, se mettent à jouer au foot avec le pseudo-paquet de cocaïne qui est en fait du sucre, se mettent à jouer au foot. David Lynch n'est pas loin. Sortez d'ici! Comme je vous le disais, le budget étant très confortable, Philippe Clair a pu tourner pendant le carnaval de Rio. Ce qui lui permet de tourner quelques plans à la kéchiche. Bon, la belle Julia, qui faisait partie de cette fameuse bande aperçue au début du film, tombe finalement amoureuse de Aldo et lui pardonne tout. Voilà, c'est tout à fait logique. Ah, Jules, je croyais qu'on n'avait plus rien à faire ensemble. Je sais bien que tu peux pas vivre sans moi. Dire que l'argent a failli tout gâcher. Ça, c'est vrai. Mon amour. Et donc s'ensuit une scène très très longue en boîte de nuit. Et comme un petit peu de classe ne nuit jamais, nous apprenons avec subtilité que la belle Julia est en fait un transsexuel. Et Aldo Macione apprend lui-même la nouvelle dans une scène qui, paraît-il, a inspiré Neil Jordan pour son The Crying Game. Julia, tu m'as fait peur. C'est pas normal. C'est pas normal. La seule femme que j'ai jamais aimée, c'était un homme. Philippe Clair tente de rendre hommage à William Friedkin avec une scène de poursuite en voiture où tout le monde se met à suivre tout le monde sans aucun but ni explication. Attrapez ce fumier! Je vais te le décapiter, celui-là! Arrête-toi! J'arrive! Je t'aime, ma grosse mouche! Attends, escompte! Chauffeur! Pitié, monseigneur, je veux bien aller en Amazonie, mais pas marche arrière. Alors, à droite, il est allé à droite.
tenez-vous bien, l'évêque da Silva, devenu complètement fou, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs, nous offre, grâce à la prestation de Zek Revak, une fois de plus, la séquence la plus lynchienne du film. À base de, tenez-vous bien, accent chinois pourri, bonne sœur consternée, zapping sur écran imaginaire et les maîtres de l'univers. J'ai beau avoir l'esprit ouvert, j'y arrive pas là. J'aime pas les films d'horreur, je préfère les dessins animés, je change de chaîne. Tristesse. Je suis Michelot, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Au revoir mes enfants. Alors là, sans enchaînement, je dis bien sans aucun enchaînement. On passe à une séquence où Marco, le frère curé, se retrouve sur le toit d'une maison en pleine jungle, en compagnie de la nièce de l'évêque da Silva, et tous les deux menacés par un tigre. Et là, ils vont croiser, par hasard, le frère jumeau de Marco, Aldo. Au secours! Couchez. Allez, va! Un peu de respect! C'est la maison du Seigneur! $1 million pour moi tout seul! Marco! Ne bouge pas! Je vais chercher des renforts! Marco! La fin du film est symptomatique de la fainéantise chronique de Philippe Clair, puisque ce dernier se refuse à tourner les scènes trop compliquées techniquement. Et il préfère plutôt filmer un paysage et faire parler ses acteurs par-dessus. Voilà. Maman! Maman! Oh! Oh! C'est pas normal! Tout comme au début du film, par exemple. Déplacement vendredi, je reviendrai samedi! Bon, et ben écoutez, on est arrivé au bout de ce truc qui est symptomatique de la filmographie de Philippe Clair, donc vous retrouverez à peu près le même niveau avec une constance rare dans tous les films de Philippe Clair. Quoi vous dire? Écoutez, je ne veux pas finir sur une note méchante vis-à-vis de Philippe Clair, il a fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose. Il est arrivé dans le cinéma quasiment par accident, il a fait des succès par accident, ça arrive, c'est comme ça. C'est bien pour ça qu'il ne faut jamais lier succès public et qualité. Ça n'a rien à voir, ça n'a même souvent rien à voir, mais bon. Voilà, pour revenir sur Philippe Clair, écoutez, il s'est fait d'ailleurs arnaquer, d'après lui, mais je pense que c'est vrai, par les producteurs de ses plus gros succès qui apparemment lui ont oublié de lui reverser pas mal de royalties. Il est en procès, et d'ailleurs certains de ses films sont totalement invisibles depuis près de 25 ans, je pense notamment à Tais-toi quand tu parles, Plus beau que moi tu meurs, effectivement, sont des films qui vont, je pense, sortir dans peu de temps, mais qui sont pour l'instant un peu bloqués à cause de la procédure judiciaire. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ça? Il y a un phénomène qui m'agace un peu, c'est qu'effectivement, tout ce qui est vieux a tendance à devenir vintage, et tout ce qui est vintage a tendance à devenir super. Et là, certains commencent à nous expliquer qu'on est passé à côté d'un grand cinéaste comique, Philippe Clair, qu'on a mal jugé ses films, etc., etc. Mon cul sur la commode, voilà. C'est nul. C'était nul il y a 40 ans, c'était nul aujourd'hui. C'est la seule qualité qu'on peut leur donner, c'est qu'effectivement, ils sont constants dans la nullité. Voilà, donc arrêtons avec cette nostalgie qui consiste à faire des gens qu'on a lynchés, des génies. Non, des fois la critique ne s'est pas entièrement trompée. C'était mauvais il y a 40 ans, c'est mauvais encore aujourd'hui, et ça le sera, à mon avis, dans 40 ans. Peut-être que dans 700-800 ans, une race d'extraterrestres débarquera sur Terre et trouvera ces films exceptionnels, mais je pense que pour l'instant, ils ne sont pas destinés à l'espèce humaine. Voilà, vous n'êtes pas le public, moi non plus. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis pour une critique ciné standard, et puis d'ici là, portez-vous bien, ciao. Qu'est-ce que c'est ça? La merde. 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 La merde. Tout pas ça.